Voilà, bienvenue madame, monsieur. Nous sommes ici en Fou, au cœur du département de la Fou-Afamba. Nous sommes arrivés rencontrer quelqu'un d'assez important pour le Cameroun aujourd'hui. Il fait partie des personnalités préférées désormais pour ses prises de position régulières. Membre du parti au pouvoir, au comité central. C'est quelqu'un d'assez truculent. Il est assez brillant aussi, connu pour son abondante production littéraire aussi. Il vient d'ailleurs de produire un nouvel ouvrage dont nous parlerons au cours de cette édition. Les gens qui font le Cameroun avec Charles Sylvestre Ateba Yene. C'est tout à l'heure. Restez avec nous pendant un peu plus d'1h30. Nous allons vous amener au cœur de ce personnage assez énigmatique, mais finalement atypique, qui plaît à tout le monde finalement. Madame, monsieur, bienvenue. Voici donc les gens qui font le Cameroun. Voici donc Charles Sylvestre Ateba Yene que nous sommes allés rencontrer en Fou, où il réside depuis quelques années déjà. Alors, pour comprendre le phénomène, Charles Ateba Yene, aujourd'hui, vous-même, vous le percevez comment? À partir de quel moment est-ce que vous aviez été convaincu de ce que vous deviendriez quelqu'un d'assez important pour la société? Le moi est haïssable et je pense que l'environnement dans lequel j'ai vécu était un environnement où il fallait prendre des décisions très tôt. Mon père n'était pas quelqu'un d'important dans la société, il était même au bas de l'échelle. Papa était à peine agent des eaux et forêts. Et puis ma mère n'a jamais été à l'école. Ma mère est originaire de Batouri, un petit village qui s'appelle Pana, dans l'arrondissement de Ndelili. Elle n'a jamais été à l'école. Donc, et puis papa avait 5 femmes. Ça, je n'ai pas souvent dit ça. Je viens d'une famille polygamique. Et vous savez que dans la famille polygamique, il faut se battre. C'est toujours ça, la petite histoire de tous ceux qui réussissent. Ils disent toujours qu'ils viennent des milieux modestes, comme ça. C'est normal. C'est normal parce que dans le conte négo-africain, ce sont les orphelins, les veuves et les veufs qui parviennent au sommet de l'échelle parce que il y a de la revanche, il faut relever des défis, il ne faut pas continuer à... C'est-à-dire, pour être riche, il faut avoir été pauvre. Pour être grand, il faut avoir été petit. C'est très important parce que aucun être humain, c'est par dépit que l'on dit oui, je me contente de là où Dieu m'a mis. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui dort dans une maison où il y a des moustiques, les cafards et les cancrelats, dort là parce qu'il ne peut pas dormir dans un grand hôtel de la place. Il faut pas Tout le monde aspire au bien-être, c'est ça. Bien sûr, c'est naturel, c'est normal. C'est normal. Donc, c'est un peu ça. Mon défi, quand j'allais à l'école, je pensais à la pauvreté de ma mère, je pensais à la condition de ma famille et je disais, il faut que je me batte. Et quand je suis arrivé à l'université, mes camarades peuvent le témoigner. Je n'étais pas un enfant gâté, j'étais à peine chaussé, j'avais à peine un bon pantalon. C'est pour ça que moi, j'ai passé ma période universitaire à travailler. Je ne pouvais pas aller en boîte, je ne suis jamais allé en boîte quand j'étais étudiant, parce que pourtant j'aime danser, j'aime chanter peut-être aussi, mais j'étais frustré d'avoir les enfants des grands qui portaient de belles chaussures, de beaux pantalons, etc. Donc, moi, j'ai donc orienté mes énergies dans les études. C'est toute cette revanche-là, vous avez une revanche à prendre sur la vie. Tous les poteaux de Yaoundé. Faites une enquête, on va vous dire que je vais, puisque je ne pouvais pas acheter les livres dans les librairies, donc moi j'allais au poteau, tous les poteaux de Yaoundé me connaissent, je les connais depuis au moins 20 ans. J'allais là-bas chercher des ouvrages à 500, à 300, à 400. Mais déjà, votre amour pour la littérature date de la classe de 4e. Vous étiez encore très jeune. Bien sûr. Mon premier texte écrit, qui existe, je l'ai écrit quand j'étais en classe de 4e, au CES de Dian. C'est à 40 km de Bertois. Le titre, c'était « Connais-tu le CES de Dian ?» Parce qu'on avait un autre petit journal. Vous voyez, c'était un CS.
Et le CS s'arrêtait jusqu'en classe de 3e. Donc vous voyez, on avait déjà l'initiative de sortir. Il y a des lycées aujourd'hui qui n'ont plus de journaux. Vous voyez un peu la niaque qu'on avait. Notre époque était une époque où on devait relever des défis, où il y avait des modèles. Les gens n'étaient pas... C'était encore un peu sérieux. C'est pas très loin, mais c'était sérieux. Mais aujourd'hui, vous avez comme mon texte là, vous pouvez arriver à l'université, vous ne trouvez pas des gens qui écrivent comme ça. Alors maintenant, votre activité publique commence quand vous êtes à l'université, effectivement, et que vous devez créer le club éthique aujourd'hui. Je crois que c'est à ce niveau qu'on commence vraiment à parler de vous. Oui, même pas. Ça, je vais vous décevoir un peu. Vous savez, quand vous lisez un auteur qui s'appelle Patrick Dobel, qui parle beaucoup de la vie publique, en gros, vous ne savez pas quand la vie publique commence. Quand ma mère parle de moi aux gens, elle dit, ah, quand je suis né, voici ce qui s'est passé. Ah, à partir des bébés, j'allais jouer. La vie publique commence dès la naissance. Donc, à l'école, j'étais déjà une grande star à l'école. Parce que je chantais très bien dans les chorales. Je jouais très bien au football. C'est-à-dire que Dieu m'a donné des petits dons comme ça, etc. Et du coup, au CS de Lolodorf, 1900, on ne parlait que de moi. Je me souviens, il y a un commandant de brigade qui était venu. Moi, j'étais en 3e. Quand j'étais en 3e, j'allais enseigner en 6e l'anglais et en 5e. J'ai des cas comme ça qui racontent aux gens, je suis là, j'écoute. Donc vous êtes né plutôt donc sous une belle étoile. Vous avez été comme touché par la grâce. Je pense, parce que mon destin métaphysique, hein, vous m'avez appelé tout à l'heure Ateba Yenechal Sylvestre. Saint-Sylvestre, je suis né le 31 décembre. Ouais. Donc je suis du signe Capricorne. Ouais. Jésus est du signe Capricorne. Mon destin métaphysique déjà me prédispose à ce que je suis. Vous savez, quand vous êtes Capricorne, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est l'effort. Donc je suis comme Dieu m'a créé. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Donc, au lycée, je jouais au football beaucoup. Au CS de Lodorf, j'étais le président du club anglais. Quand je vais au lycée de Berthois, à partir de seconde, je suis le président du club anglais. À partir de première, j'étais le seul élève de première qui était président de club. Parce que club UNESCO, club, c'était des gars de terminale. Vous savez, dans un lycée, c'est des gars de terminale. On parlera abondamment de vos convictions, même au niveau de la politique. Mais aujourd'hui, vous-même, vous pensez qu'il est plus juste de vous considérer comme un intellectuel plutôt, hein? C'est-à-dire que c'est comme cela que vous voulez être utile au Cameroun, simplement par la dénonciation. Écoutez, mes conditions de naissance ne me prédisposent. Qui connaît mon père? Quand je dis mon père, il s'appelle Yenbala Daniel. Donc, à un moment donné, on connaissait mon père à partir de moi. On disait, le père de... c'est son fils qui est... C'est ça. Donc, moi, j'ai misé sur l'école. J'ai beaucoup... c'est-à-dire, j'ai utilisé l'école, la connaissance, le savoir, comme la seule chose qui pouvait me permettre de m'imposer dans la société. J'ai lu un livre de Bourdieu qui s'intitule « Le sens commun ». Là-dedans, Bourdieu parle du savoir et de la connaissance. Il dit, le savoir est un pouvoir. Pierre Bourdieu, sociologue français. Bien sûr, ouais. C'est la seule chose que je pouvais avoir. J'avais quoi? Alors, j'avais fait donc le choix de la recherche, de la connaissance, du savoir, etc. Donc, c'est un peu ça. Moi, quand quelqu'un ne connaît pas, il ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, je suis un peu élitiste, même avec mes propres enfants. J'aime avoir autour de moi des gens éveillés, j'aime avoir autour de moi des gens brillants, des gens... J'aime pas les bras cassés. Maintenant, vous savez que tout le monde ne peut pas avoir cette chance aussi. Donc bien sûr, il faut, tout le monde peut, tout le monde est génie en gros, il faut travailler. Ouais. Les gens ne travaillent pas beaucoup. C'est le message que vous bien sûr, passez. Il faut travailler. Personne n'est bête. Personne. On est bête quand on veut être bête. Au départ, Dieu nous dote d'un certain nombre d'atouts. Et puis maintenant, il faut travailler. Donc, à force de travail, on a vu que vous avez côtoyé les plus grands au monde. Vous avez fait un peu le tour, la Chine, les États-Unis, à la rencontre des plus belles choses, des plus belles personnes aujourd'hui. Cette reconnaissance-là, comment est-ce qu'elle est intervenue? Parce que, je dois le rappeler, tout cela ne vous est pas arrivé par la grâce de l'État camerounais, forcément. Non. Ouais. Vous savez, quand vous êtes une étoile, vous brillez. Les gens qui veulent voir, voient. Ce n'est pas tout le monde qui voit une étoile qui brille. Et nous sommes dans une société où, d'ailleurs, on n'aime pas les étoiles qui brillent. On préfère
fabriquer des choses qu'on assimile aux étoiles. Et puis, donc notre société est comme ça. J'ai rencontré des Camerounais, beaucoup de la diaspora. Si chacun te raconte, prenez seulement dans le domaine du sport, du football, la plupart des internationaux c'est des gars qui partent d'ici clandestinement. C'est quand tu es déjà arrivé qu'on te cherche. On n'a pas une société qui forme, qui encadre les génies. Nous avons même une société, et ça je le déplore, qui forme des gens et puis les abandonne. Prenez le cas de la diaspora. La plupart des pays qui sont aujourd'hui des pays émergents, ils se sont appuyés sur leur diaspora. Je pense au Japon, je pense à la Chine, je pense à etc. Mais nous, on ne connaît pas. Or, quand vous faites le tour du monde, dans tous les domaines, les Camerounais sont là. Le nombre de médecins camerounais en Allemagne, c'est immense. Quand vous allez aux États-Unis, dans toutes les sociétés, vous allez trouver des Camerounais à des postes importants, etc. N'oubliez pas que Jacques Bonjao a travaillé avec Microsoft. C'est un Camerounais. Mais notre société a un problème. Notre société ne reconnaît pas les talents, ne supporte pas les esprits brillants, a créé un mauvais phénomène qui veut que les gens soient présents là où ils doivent être absents et absents là où ils doivent être présents. Du coup, on aboutit à la mauvaise société qui est dénoncée par Platon en son temps. La médiocrité gère la cité. Or, la médiocrité ne peut pas gérer la cité. Si vous prenez Rome, vous construisez tous les beaux bâtiments que vous voyez là, c'est les architectes. C'est les architectes. Si vous construisez vous-même vos bâtiments, vous avez vos architectes qui ne sont pas de véritables architectes, tout va tomber comme un doigt là. C'est tout ceci qui vous permet de dire qu'on ne peut pas être émergent en 2035 parce que j'ai peur, parce qu'il y a un esprit d'émergence. C'est le travail, c'est la compétence, c'est le mérite. Or, notre société ne reconnaît pas encore ces valeurs-là. Les gens continuent à être dans l'esbrouf, dans la truandise, dans le favoritisme, dans le magico-anal, dans les sectes, etc. Donc, c'est pas ça. C'est-à-dire, moi, je pense que la meilleure façon d'être dans une société, c'est de savoir mettre chaque chose dans son paquet. C'est-à-dire que je m'appelle Ateba Yéné, j'ai été à l'école avec, et on se connaît. Bon, et puis je prends de l'alcool. Mais quand vous dites les gens, Charles Ateba Yéné, vous dites les gens, mais vous-même, vous êtes embarqué dans un bateau qui a mis le Cameroun dans la situation où il se trouve au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas comptable de ça, puisque je le dénonce depuis toujours. Je ne suis pas comptable de ça du tout. Je refuse d'être comptable. J'aime pas les fautes collectives. Il y a de la tricherie dans les fautes collectives. Parce que dès que le droit punit l'individu qui a fauté. Le droit ne punit pas le groupe. Dieu punit l'individu. Vous ne serez jamais jugé pour les fautes de votre père. Mais quand on est à la tête d'un État, Charles, est-ce qu'on ne peut pas être responsable, oui, on va dire, quand même de l'échec de tout un pays? Parce que c'est vous qui faites les choix. Je vais vous dire ce que dit le président déchu, Jean Bédel Bokassa. Quand on l'arrête, il passe devant un tribunal. Et puis, il est là, devant la cour. C'est passé dans les télévisions. C'était public. Et on dit, voilà, Bokassa, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Pendant 2 heures de temps, on disait à Bokassa, tu as fait ceci, tu as tué les gens là-bas, tu as violé les femmes là-bas. À chaque fois, il sursautait. Après, quand on lui dit, bon, maintenant, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez à ceci? Bokassa dit, honorable membre de la Cour, en venant ici, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à toutes ces charges. Il y en a que je découvre, mais compte tenu du poste, de la place que j'occupais, je suis obligé d'assumer tout. Donc, quand vous êtes chef de famille, quand votre maison va mal, c'est d'abord le père. C'est dans cela qu'on ne comprend pas vos positions, parce que vos détracteurs pensent que vous essayez toujours d'épargner le chef de l'État dans vos formulations. Non. Vous savez, la responsabilité sociale... C'est lui qui est le chef de la maison, comme vous dites. Ça n'exclut pas... Vous savez, si vous pensez que c'est Paul Biya qui doit devenir chauffeur de taxi,